Pourtant, le chauffeur de bus est inquiet car sa fille aînée vient de témoigner contre lui. Elle a affirmé aux gendarmes avoir retrouvé dans un ancien domicile de son père des vêtements de femme. Ces vêtements appartiennent-ils aux disparus? Des expertises ADN sont en cours pour le déterminer. Vous croyez que si ça avait été moi qui aurais fait supposition, vous croyez que je serais assez bête pour laisser des affaires dans une malle dans la cave comme elle prétend? Ça tient pas debout. Si on retrouve l'ADN des filles sur ces vêtements, oui, et que ces vêtements ont été retrouvés chez vous, c'est quand même bizarre, non? Oui, ben, je vous dirais que c'est pas vrai. Je vous dirais que c'est pas vrai. À supposer qu'on prouve un jour sa culpabilité, l'homme pourra difficilement être inquiété. Aujourd'hui, il y a prescription. Les faits ont plus de 10 ans, même si l'avocat des familles espère trouver une parade juridique. Si demain, il y a la preuve de la mort, d'abord, il faudrait que ce soit la preuve de la mort des 7 ou des 11. C'est surtout les 11 maintenant. Donc vous me permettrez de penser que là, qu'il y a des plans sur la comète. On n'est pas du tout dans un tel cadre actuellement, et par conséquent, je vous dis que nous trouverons des moyens juridiques, il y en a. En attendant, l'avocat a engagé un enquêteur privé qui travaille de son côté. Chaque semaine, il promet à la presse de nouveaux rebondissements qui permettront peut-être d'élucider plus de 20 ans après, plus de 20 ans trop tard, le mystère des disparus d'Auxerre. Et on connaîtra les résultats de ces analyses ADN avant la fin du mois de novembre. On passe maintenant au dernier. Qu'est-ce que vous en pensez, Émile? Le tête-à-tête avec Parce que j'ai dit, c'est la vérité. Non, mais Jean-Marie. Il n'y a rien de spécial, hein. Actuellement pour son spectacle. Et il sera aux Il n'y a rien de spécial. à la fin de l'année du 26 décembre. Vous en pensez quoi? Ça vous inquiète? Ça vous amuse? Non, ça m'inquiète pas. Oh, ben non, ça m'inquiète pas. Non, je vous dis franchement, il n'y a rien au dossier. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a prescription. Hein. Bon, vous portez quand même ça. Vous pouvez baisser un peu. Vous portez quand même ça en vous. Vous quand même portez ça en vous qu'on vous accuse. Hein, et que vous êtes innocent. C'est ça. Ça vous enlève un poids? Enfin, Ah ben ça m'enlève un poids, oui, parce que je voudrais bien connaître maintenant l'ADN. Et si l'ADN il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce que je peux porter plainte contre... Non, on ne peut pas porter plainte contre sa fille. Mais si sa mère savait tout ça, ce qu'elle a fait, ma femme, elle a tué, ma femme. Manipulateur, Émile Louis tente d'inverser les rôles. Il a beau jeu de s'abriter derrière l'absence de preuves. Mais il ne sait pas que sa fille a été entendue par les gendarmes. Seulement voilà, le témoignage est fragile. Les faits ont plus de 30 ans. Très bien que tout ça, ça va être soumis à une critique forte. Alors moi, la question que je me pose, c'est de savoir comment je peux référencier cette audition-là avec des témoignages. Donc vous avez été témoin du meurtre à quel âge alors? J'ai 10-11 ans. 10-11 ans? Oui, à peu près. Ça devait être, je sais pas, probablement 67. Et alors, moi je trouve ça c'est quand même fort. Non, c'est pas fort, c'est... Ce que je dis est vrai. Mais je dis pas ça, mais je veux dire, c'est fort. On est témoin d'un fait grave. J'imagine que là, vous avez eu une réaction, vous... J'ai eu une réaction de mutisme au départ et de violence. C'est-à-dire que je n'acceptais pas que les gens m'approchent. Je me renfermais en même temps sur moi-même, puis mes notes ont commencé à dégringoler. Mais vous en avez parlé à quelqu'un quand même? Non. À personne, on n'avait pas d'amis. De toute façon, les amis qu'on avait, c'était des cas sociaux. Et quand vous êtes revenu dans la voiture, quand vous avez vu ça... Ah non, j'ai pas... Quand vous avez ramené dans la voiture... J'avais tellement peur, mais vous imaginez un enfant de 10 ans qui... Je dis pas sûr, j'essaie de savoir, de faire ressortir des choses. Non, ça donne pas matière à, je sais. Je n'ai rien d'autre pour corroborer mes dires. Enfin, moi, je sais pas, j'essaie de... Moi, j'ai beaucoup de mal à dire ce qui s'est produit pour moi, parce que j'aime pas ce sentiment de victime, je supporte pas. C'est un sentiment de faiblesse pour moi et ça m'énerve. Ouais, mais pour pouvoir justement franchir le palier et avoir de la force, il faut qu'on puisse démontrer ce qui est arrivé. Démontrer, c'est pas le tout de dire, bah oui, c'est un côté pervers, etc. Bah, le démontrer, à part mes assertions, c'est tout. Moi, je me suis confiée à personne d'autre qu'à ma mère. Moi, je trouve qu'on est... Bon, il y a des choses à faire, hein, mais on n'est pas riche. Pour raccrocher dans tes mains. Mais non, mais je sais. Je me mets dans
dans la situation où on va dire bon, pourquoi cette femme parle. Mais oui. Mais je sais tout ça, je le sais. Et jusqu'où elle dit vrai, comment on peut prouver ce qu'elle dit? Mais oui, d'autant plus que bon, je suis allée à l'asile et pas Émile. De toute façon, ça va être démonté, hein. Faut pas croire. Ils vont me traîner plus bas que terre. Hein. Valider le témoignage de la fille d'Émile Louis, une priorité pour Jean-François Abgral, même si Marilyn a été auditionnée par les enquêteurs officiels. Sur les traces du suspect, l'enquête le mène alors dans le Var. C'est dans cette région que s'est retiré en 1984 le chauffeur de car après avoir purgé sa peine. 3 ans sur les 5 prévus. En se plongeant une fois de plus dans la procédure, le détective pense avoir trouvé le témoin qu'il espérait. C'est un témoin qui, finalement, a rencontré le personnage principal de notre affaire, le suspect, il y a environ 10 ans, et qui l'a fréquenté suffisamment pour connaître un petit peu son mode de vie, et notamment ses travers sexuels. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si ces travers sexuels sont conformes au témoignage qu'on a reçu, ou tout du moins à ce qu'on imagine qu'il a pu faire au disparu. L'homme qui est venu voir le détective habitait ici il y a 10 ans, au camping Parpaillon de Roquebrune, une petite ville de la Côte d'Azur. À l'époque, il est au chômage depuis plusieurs mois et vit en mobile home en attendant des jours meilleurs. En instance de séparation, sa fille de 10 ans lui rend visite le week-end. Son voisin de palier n'est autre qu'Émile Louis, qui jouit alors dans le camping d'une excellente réputation. Toujours aussi affable, le chauffeur de car ne tarde pas à devenir un ami de la petite famille. Serviable, il fait plus d'une fois le baby-sitter avec les enfants de ses voisins. Au cours de l'été 89, Émile Louis abuse 3 enfants, dont la petite fille du témoin retrouvée par Jean-François Abgral. Récidiviste, il sera condamné la même année pour attouchement sexuel avec violence sur mineur. Mais avant les faits, Émile Louis s'est laissé aller à quelques confidences au père de la petite fille. Il m'a bien eu là. Il m'a bien induit en erreur. Moi j'ai eu confiance. Il voulait faire un gars comme ça, il était d'apparence gentil, jovial. Alors c'est là pour moi, je dis, c'est un renard ce mec-là. En clair, il vous a endormi. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. Est-ce que vous pouvez me donner exactement la teneur de ses propos? Qu'est-ce qu'il vous disait sur les femmes, en fait? Eh ben, sur les femmes, c'était tous des salopes au départ. Ouais. Donc il fallait carrément les violer, les trucs comme ça, c'est ces termes. Après, il m'a parlé ouvertement, disant qu'il les attachait sur l'arbre, dans la forêt, dans les bois. Mais au niveau... Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez les détails de ce qu'il vous a raconté qu'il faisait aux filles qu'il amenait dans les bois. Ben voilà, c'est ça. Pour lui, c'était ça. Faire mal à la personne. Comme je vous dis, admettons, s'il voulait la fouetter, il la fouette, il la prenait de force, et puis après, il pouvait la laisser crever, il n'avait rien à foutre. Voilà, c'est le seul détail que je peux vous donner. Je ne vais pas aller inventer n'importe quoi. Non, mais il faut que ça sorte de vous-même. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous rappeliez les détails, parce que ce sont les détails qui sont importants. Oui, ben, c'est les seuls détails pour moi qui sont importants. Vous me parliez de ses vêtements, je sais pas, qu'est-ce qui... Oui, ben, les vêtements, il les prenait avec, il les laissait pas là, qu'elle reste à poil, quoi, je veux dire, carrément. C'est lui qui me racontait ça. Ah ouais, moi je lui ai dit, mais tu l'as déjà fait, c'est ce qu'il me raconte là? Il m'a dit oui, je l'ai déjà fait. Là, je vous dirai toujours la même chose, de toute façon, je vais pas le dire, je peux vous le dire 50 fois, 1000 fois, vous revenez dans un an, je vous dirai la même chose. Parce que ça m'a marqué, ce truc-là. La pauvre fille, je n'aurais pas voulu être à sa place, de la façon qu'il parlait. Ce témoignage pourrait être décisif pour Jean-François Abgral. Il corrobore celui de la fille du suspect et décrit une scène de crime quasi identique. Ces déclarations sinistres, déjà recueillies en 89 par les services de police, ne seront pourtant jamais exploitées. Le rapprochement avec les disparus de Lyon ne sera pas fait. Émile Louis est à nouveau condamné pour simples attouchements, 5 ans d'emprisonnement. Cette fois encore, il sera libéré au bout de 3 ans. Voilà, restez avec nous dans un instant, la suite de ce document de Samuel Luret pour l'agence Sunset et pour Zone Interdite. Nous serons en direct avec le détective Jean-François Abgral. Bonsoir, vous nous direz, on suit actuellement votre enquête et vous nous direz ce que vous avez fait de ces pièces, comment vous avez transmis ces témoignages à la justice, parce que c'est incroyable ce que vous avez pu recueillir en quelques mois.
Nous serons également avec Corinne Herman, qui est juriste, qui travaille avec les parties civiles, qui a suivi également l'enquête de Jean-François Abgral, avec Pierre Maunoir, président de l'association de défense des handicapés de Lyon, et Laurent Montet, criminologue, spécialiste des tueurs en série. Ce soir, bien sûr, il ne s'agit pas encore une fois de faire un procès avant le procès, mais de comprendre pourquoi les institutions sociales, judiciaires et politiques ont si longtemps ignoré ce drame des disparus de Serres. Négligence, complicité tacite, conspiration du silence. Nous le verrons tout à l'heure avec également des témoignages très forts, comme celui de cette femme rescapée d'une agression d'Émile Louis. Extrait. Là, ce que je ressens là maintenant, c'est pire que je sais pas, je peux pas vous expliquer pour l'instant, c'est dur quand même. Moi, je le verrai là, je crois que je le tuerai moi-même. Hein. Il a fait une tentative d'évasion il y a quelques jours. Arrêté il y a 3 ans, Guy Georges pourrait être le prototype du tueur en série. Il est accusé de viol et du meurtre de plusieurs jeunes filles dans l'Est parisien. C'est même, on donnait la vie à une fille qui était une fille formidable, qui avait beaucoup à faire dans la société. Et cet homme, avec ses mains, il a pris cette vie. Son procès a lieu le 19 mars, au cœur des débats, les tests ADN. Retour en direct sur le plateau de Zone Interdite, suite de l'enquête sur l'affaire des disparus de Serres. Nous avons suivi pas à pas les investigations d'un ancien gendarme, Jean-François Abgral. Il a repris l'enquête pour le compte des familles de ces 7 jeunes filles disparues dans Lyon entre 77 et 79. Vous entendrez également Émile Louis avant son interpellation le mois dernier. Tout de suite le document. Juillet 2000, du côté officiel, l'enquête piétine et les familles des victimes s'impatientent. L'hypothèse Émile Louis semble ne rien donner. On évoque alors l'existence de réseaux pédophiles ou de prostitution pour expliquer les disparitions. À leur demande, les familles vont pouvoir examiner le tout nouveau fichier de la Direction centrale de la police judiciaire. Comme les autres, Liliane a du mal à contenir ses craintes. Dans quelques instants, la sœur de Martine Renaud, disparue en 79, va devoir scruter un à un les 500 clichés pédophiles extraits d'un CD-ROM. Vous voulez bien consulter tous ces clichés photographiques, s'il vous plaît, et regardez si une photographie vous dit quelque chose. Un catalogue des plus sordides où se mêlent des photos récentes diffusées sur le net et des vieux clichés parfois anciens de plus de 20 ans. Liliane cherche sa sœur depuis 21 ans. Elle la croit toujours vivante et espère la reconnaître dans le fichier. C'est le plus absolu comme d'autres temps, vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de photographies quand même. Doucement. Prenez bien chaque photographie. C'est un garçon, ça. Pour Liliane, ce cliché de mauvaise qualité pourrait bien être celui de sa sœur Martine. Martine Renaud, 16 ans, aperçue le soir de sa disparition, discutant avec Émile Louis aux abords du foyer où elle vivait. Ligne médiane, sommet. C'est pas sûr, hein? Page 19. Ligne médiane, sommet. Je suis pas sûre. Là, on lui tient la tête, mais il y a quand même une ressemblance. Rien qu'à la coupe, déjà. Mais on ne peut pas voir si c'est un garçon ou une fille, là. C'est pas facile, étant donné qu'on ne voit pas le visage. On le saura après. Mon combat, c'est comment? Arriver à la vérité. De savoir la vérité. Qui a fait le coup et... Tout ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve notre sœur en vie. Et je me battrai jusqu'au bout pour la retrouver. Bien sûr. J'y arriverai toujours. De toute façon, on la retrouvera un jour ou l'autre. Nous l'espérons, ne vous inquiétez pas. On fait tout pour ça. Laurence, allez. Dans la pièce à côté, les autres familles s'apprêtent à vivre le même voyage dans l'horreur. Les prochaines sur la liste, Ginette Lemoine et Francine, la fille de sa sœur disparue. Entendues séparément par les gendarmes, elles vont pourtant pointer du doigt la même image et reconnaître Françoise dans ce cliché. À la surprise générale, des familles ont reconnu leurs proches, mais les enquêteurs restent prudents. Ils savent combien ces identifications sont aléatoires, mais les faits sont suffisamment troublants pour qu'ils transmettent leur rapport au juge.
Alors là c'est la première... Pour l'heure, le juge a fort à faire. Il reçoit l'avocat des familles venu consulter les derniers procès-verbaux du dossier. Oui, c'est vrai. L'occasion pour Pierre González de Gaspar de lui livrer officiellement les derniers éléments trouvés par le détective. Le premier élément nouveau, c'est une attestation d'une personne qui a très bien connu le chauffeur du car. Il y a deuxièmement la lettre envoyée par le chauffeur du car à la famille Gras, de Madame Gras, c'est bien ça. Et donc, l'original de cette lettre qui est à votre disposition, nous vous demanderons de bien vouloir le faire saisir. Et puis, bien entendu, on en arrive au point final. Je le déclare haut et fort, je suis évidemment pour la présomption d'innocence. C'est mon métier de défenseur, c'est ma vie. Donc, je ne souhaite pas l'arrestation d'un individu. Mais je souhaite qu'il soit entendu, et ça on le dit depuis longtemps, d'une manière beaucoup plus complète que ce qui a été le cas, c'est pas votre faute, mais dans un procès-verbal qui faisait 3 malheureuses pages, il est évident que maintenant, je pense que vous avez beaucoup de questions à lui poser, et que si un jour il y a une confrontation, nous aurons peut-être, nous, beaucoup de questions à lui poser aussi. Pour Jean-François Abgral, l'implication du chauffeur de car semble acquise. Mais avant de conclure son enquête, il a encore besoin d'affiner le profil du suspect numéro 1. Après des semaines de recherche, il a retrouvé un témoin essentiel, Jocelyne, qui aurait été victime des agissements d'Émile Louis. Cette ancienne pupille de la DAS va croiser la route du chauffeur de bus dans les années 70. Isolée et fragile, la jeune fille de 25 ans devient rapidement son amie. Et vos relations, alors, en fait? C'était un ami? Oui, c'est un ami. Oui. C'est un ami, il me rendait service, il m'emmenait voir, me faire des courses, vous voyez, c'était un ami, il venait boire un café l'après-midi, enfin, c'était un ami. Comment il se comportait avec vous? C'était quelqu'un de serviable, de gentil? Comment il était? Pour moi, personnellement, quand il venait chez moi, il était gentil. J'ai demandé un service, il était prêt à le faire. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu comment il fonctionnait? Comment il se présentait? Qu'est-ce qu'il racontait de sa vie? Je ne sais pas, il ne me parlait jamais de sa vie. Pourquoi il venait vers vous, alors? Je pense qu'il venait vers moi parce que c'était peut-être plutôt moi qui avais besoin de lui que lui avait besoin de moi. En totale confiance, Jocelyne est loin de se douter qui se cache derrière le masque de sympathie du chauffeur de bus. Après, il m'a ramené... Au cours d'une promenade anodine, la véritable personnalité d'Émile Louis va se révéler. Voilà. Il y avait une descente, après je suis rentrée dans la maison, et c'est là qu'il m'a attaché les mains. Je pense qu'il m'a même mis un chapeau sur la tête ou un slip sur la tête. Puis après, il m'a fait mal dans le dos, enfin, il m'a battu, je ne sais pas exactement si c'était avec un fouet ou... Je n'ai pas trop vu. Et je crois qu'il m'a même bandé les yeux. Et puis il me disait des mots vraiment... Des mots recueillis 20 ans plus tôt par le gendarme Jean Bert. Dans un procès-verbal daté du 26 février 82, Jocelyne raconte sa terrible histoire et là encore, aucune poursuite en justice. Dans cette cabane en bois, il m'avait fait mettre nu. Une fois déshabillé, il m'avait attaché les mains derrière le dos, puis mis un chiffon sur la bouche pour ne pas que je crie quand il me frappait. Après m'avoir battue, il voulait m'emmener pour aller je ne sais où. J'ai eu peur et je me suis débattue. Un piège dont elle n'aurait jamais dû sortir, une cabane isolée, en pleine nature, et évidemment, aucun témoin. Il m'a emmené avec les yeux fermés ici, c'était pas en cherchant, on sentait qu'il... Ouais, c'était son coin. Voilà, je pense que c'était son coin. Mais ça me fait pas des flashs... Parce que là, ce que je ressens là maintenant, c'est pire que tout, je sais pas, je peux pas vous expliquer pour l'instant, c'est dur quand même. Je le verrai là, je crois que je le tuerai moi-même. Jocelyne n'en dira pas plus. Pour l'enquêteur, la visite des lieux n'a pourtant pas été inutile. Mais c'est vrai que j'étais un peu naïf à ce moment-là parce que bon... Vous aviez confiance. Disons Il a fait en sorte de vous endormir tout doucement aussi. Je m'imprègne également de l'endroit qui est un endroit pour l'auteur sécurisé, puisque c'est là qu'il va passer à l'acte. C'est un espace privilégié pour lui. Donc finalement, on le définit par rapport à ces sites-là. On voit un peu comment il opère ou ce qu'il recherche. Donc évidemment, là, quand on travaille sur des disparitions, on voit aussi le type d'endroit qu'il faut rechercher, qu'il faut découvrir dans son environnement. Mardi 28 novembre dernier, dans 15 jours, Émile Louis va être interpellé.
De nombreux articles le concernant ont paru dans la presse. Il sent l'étau se resserrer autour de lui. Encore une fois, il nous ouvre sa porte, mais il refuse de se laisser filmer à visage découvert. Non, non. Non. Pas question non plus de parler de l'affaire des disparus. Si, j'ai eu. Bizarrement, il choisit d'évoquer son enfance. Je me souviens, nous étions gardiens à l'abbaye de Pontigny. Et je jouais avec mon frangin. J'étais caché dans un coffre. Ça m'a toujours resté. Puis on jouait à la guerre avec mon frangin. C'est comme la guerre, comme des petits mots, quoi. Et à ce coup, quand on voit merde, des résistants avec la mitraillette suivante. On était des mots. Et là, ils ont été chercher mes sœurs, qui étaient dans le champ de légumes, et puis ils sont amenés sur la place, et puis ils ont pondu. Tous les gens du pays étaient là. Tout le monde regardait ça comme des bêtes sauvages, comme des connards, c'est tout ce que je peux vous dire. C'était votre mère et vos 2 sœurs qui étaient, ou c'était vos 3 sœurs? Mes 3 sœurs. D'accord. Enfin, je ne sais pas si elles sont vivantes, je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Comme j'avais dit à mon père, une fois à mon père, j'avais discuté avec lui. Et j'ai dit, t'en fais pas. Je les mangeais. Malheureusement, je n'ai pas pu les manger. Il a fallu que je prenne une mitraillette et je bousille tous ces ordures qui ont fait ça, parce que je les connaissais. Bon, j'étais à l'école avec leurs gamins. Bon, ben, je peux pas en vouloir aux gosses. Les gosses sont innocents, sont comme moi. Hein. Ça vous fait mal, cette histoire, hein? Oui. Mon père a pris 14-18. Croix de guerre, médaille militaire, chevalier de la Légion d'honneur, blessé 2 fois et gazé 2 fois. Hein? Puis en 40, les remerciements. Hein? D'ailleurs, sa Légion d'honneur, il n'a jamais voulu aller la chercher. Il n'a jamais voulu se la faire remettre. Il a touché son petit pactole de... C'était 5 francs par an, je crois, à l'époque, je ne sais rien. Puis il avait raison. Puis vous savez, c'est pas parce que... Et on est en 2000 que je pense pas à cette période-là. Pour moi, c'était une période très difficile. Parce que j'ai ressenti, moi, personnellement. Pourquoi? Je l'ai ressenti comme ça, moi, parce que j'étais peut-être plus sensible que certains. Je peux pas vous dire, bon, ben, mon frère, lui, il s'en foutait, ma soeur... Parce que, non... je crois que j'ai souffert autant qu'elle, sinon plus. Quand vous vivez ça, vous savez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on vit ça? Vous me dites, quand je serai plus grand. Et les années passent. On n'a plus l'esprit de vengeance, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. Vous croyez pas que moi je suis torturé aussi avec toutes ces conneries-là? Hein? J'ai pas le droit à être tranquille un peu? C'est aussi une période passée un peu après, 14 ans, vous me disiez que c'est là où vous aviez appris que vos parents... Les 2 hommes qui écoutent les confidences d'Émile Louis en compagnie de Jean-François Abgral sont des psychologues. Experts devant les tribunaux, ils sont aussi professeurs en criminologie à l'université de Rennes. Le détective privé a tenu à les consulter. Ils analysent l'événement que le chauffeur de car raconte avoir vécu comme un traumatisme. Il regarde une scène d'humiliation violente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit après? On voit après des scénarios d'humiliation de la femme. Et qu'est-ce qu'on a comme discours? On a le discours d'un homme qui oppose un père héroïque à des femmes qui ont en quelque sorte trahi l'héroïsme familial. Hein. Ces scénarios de sadisme sont des scénarios d'humiliation systématique des femmes. Et la mort, au fond, serait une des variantes de la situation d'humiliation faite à la femme.
Sur le personnage encore, sur sa façon... Cette esquisse d'analyse psychologique est la dernière pièce du dossier d'enquête de Jean-François Abgral. Un dossier que le détective privé va transmettre intégralement aux gendarmes en charge de l'affaire. C'est que visiblement, elles allaient toutes rejoindre quelqu'un qu'elles connaissaient. 4 jours plus tard, les enquêteurs de la section de recherche de Paris interpellent Émile Louis. Mais le chauffeur de bus est rompu à l'exercice de l'interrogatoire. La partie est loin d'être gagnée. Les gendarmes n'auront pourtant pas longtemps à attendre. 2 heures seulement après son arrivée à la brigade de recherche de Draguignan, Émile Louis avoue ses crimes. Je n'étais plus dans mon état normal. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j'ai été amené à tuer. J'étais habité par quelqu'un d'autre qui me poussait au mal. Cette force me poussait à tuer. Je ne sais pas comment je les ai tués. C'est après ce moment que la bestiole m'avait quitté, que je réalisais que j'avais fait une connerie. Je n'arrive pas à définir les pulsions que j'avais. Des pulsions qui ressemblent à s'y méprendre à celles qu'Émile Louis décrivait 20 ans plus tôt au gendarme Jambert. Mais cette fois, il ne s'agit pas de simples attouchements sexuels. Cette fois, le chauffeur de car a reconnu avoir tué les 7 disparus de Lyon. Réaction à chaud d'un ancien collègue de Jambert. Je sais pas, moi je pense que psychologiquement il était affaibli, d'après ce que m'a dit le collègue, il était pas bien quoi. Il était bon à cueillir quoi. Il était mûr. Mon sentiment principal, moi, c'est quand j'ai lu le journal ce matin, j'y avais marqué le gendarme Jambert avait raison. C'est ce qui m'a fait vachement plaisir, toi, ça me prend au trip parce que je me dis que Jambert il avait bien raison et personne ne l'a cru quoi. Pour lui, Jambert aurait donc eu raison sur toute la ligne. Le mois dernier, Émile Louis a bien avoué être le meurtrier des 7 disparus. Mais depuis, il s'est rétracté. 2 corps ont pourtant été retrouvés sur les lieux qu'il avait indiqués. 5 jeunes filles sont toujours portées disparues. La plainte pour enlèvement et séquestration court toujours. À la justice maintenant de déterminer le rôle exact d'Émile Louis dans cette affaire. Voilà, un document de Samuel Luret. Nous sommes en direct sur ce plateau de Zone Interdite avec précisément Jean-François Abgral, mais d'autres invités que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors Jean-François Abgral, vous êtes un ancien enquêteur de la gendarmerie, c'est important de le dire. Vous avez notamment permis l'arrestation de Francis Holm, surnommé le routard du crime, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Vous êtes maintenant installé donc à votre compte, près de Brest, et vous travaillez pour des avocats de partie civile, pour des parties civiles, et c'est le cas d'ailleurs dans l'affaire de Serres, les parties civiles qui sont représentées ce soir par Pierre Monnoir. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François Abgral, comment avez-vous mené cette enquête? Est-ce que c'est une contre-enquête? Est-ce que vous avez mené cette enquête seul, sans en avertir les gendarmes qui par ailleurs menaient leur propre enquête? Non, pas du tout, c'était pas une contre-enquête, plutôt une co-enquête. Alors évidemment, j'ai avisé les gendarmes de mon travail, puisque le but, c'était quand même pas d'aller là où eux enquêtaient, de ne pas nuire, de ne pas provoquer par mon travail justement une désorientation de leurs investigations. Et donc j'ai travaillé en collaboration avec le cabinet de Pierre Gonzalez de Gaspard, qui lui était chargé... Qui défend les parties civiles dans cette affaire, les familles des victimes. Pierre Gonzalez de Gaspard, qui, il faut le raconter parce que c'est un peu paradoxal, a été l'avocat de Francis Holm, qui a été votre ennemi d'hier. Mon ennemi d'hier, mais sur ce, bon, ça reste relation professionnelle. Alors Corinne Herman, comment faisiez-vous pour, parce que vous êtes juriste au cabinet de maître Gonzalez de Gaspard, comment faisiez-vous pour suivre cette enquête et pour faire en sorte que les règles de droit soient respectées? Alors tout d'abord, on réunissait tous les éléments de preuve qui pouvaient être confiés à l'association ou directement au cabinet, et on les confiait donc à Jean-François Abgral pour vérification. Et par la suite, lorsque ces éléments avaient été vérifiés, on transmettait au juge d'instruction directement. Parce que la loi permet aujourd'hui de faire verser au dossier des pièces qui ont été accumulées par ailleurs, et notamment par des détectives privés dans des enquêtes? Tout à fait.